du parti, j'ai retrouvé les débats d'un bureau politique, quand vous pensez que ces types discutaient du surréalisme, de Breton, etc. Alors il y avait l'ajusteur Georges Barrenne, futur député maire d'Ivry, et quelques autres. Ils sont là. Il y avait malheureusement aussi un nommé Paul Marion, qui est devenu ensuite ministre de l'Information de Pétain. Hein. C'est toute notre histoire, ça. Et ils discutent, ils se disent, c'est des jeunes bourgeois. Ils résument comme ça. C'est des jeunes bourgeois, plein de bonnes intentions, généreux, mais enfin c'est des anards. Hein. Ils sont pas faits pour nous. Sauf un. Aragon. Tout de suite, Aragon est repéré comme différent de tous les autres. Et un de ceux qui le pistonne, c'est un compagnon de Lénine, ministre de la Culture du gouvernement soviétique à l'époque, Lunacharsky, qui dit celui-là, il est différent. Et la carrière d'Aragon va commencer comme ça politiquement. Il est envoyé à l'international à Moscou, je passe, je ne veux pas vous raconter tout ça. C'est aussi une histoire fabuleuse. Et dans toute sa vie, la politique, conçue comme intervention dans l'histoire et réalisation de l'espérance, qu'il distingue de l'utopie, ça a tenu un rôle immense. Alors, je dis un mot sur l'utopie, tu as les textes, hein, mais il s'explique vraiment dans la fin, les dernières lignes de l'histoire parallèle de l'Union soviétique. Hein, où il dit Staline, Trotsky et quelques autres, c'était des utopistes, au sens où l'utopie, si vous voulez, depuis l'origine, les architectes en Asie mineure, hein, et voulez-vous vous implanter une ville toute faite, le Corbusier c'est encore ça, hein, il y a un modèle qu'on a tracé abstraitement et on vous l'impose. On vous le parachute, on va vous faire rentrer dedans. Il dit ça, c'est d'abord beaucoup moins créatif que l'histoire elle-même, qui vous dépassera toujours, c'est antidémocratique et c'est terroriste et très dangereux. Il le distingue de ce qu'il appelle le rêve. Le rêve. Oui, il n'emploie pas le mot espérance souvent, parce que, ayant une formation catholique, un sujet très important pour vous qui donnez des thèses, camarades, c'est Aragon et la religion. Aragon est Dieu. Hein. D'ailleurs, il dit à un moment à propos du fou d'Elsa, j'ai dit quelque chose que j'ai jamais dit ailleurs là-dedans. Quoi? Il y a la question de Dieu, de la religion. Le dernier vers. Hein? Le dernier vers de Foudelza. Ouais. Tu ne blasphémeras pas le nom de ton Dieu puisqu'il n'existe pas. Ouais. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais il n'emploie donc pas le mot espérance, il emploie le mot le rêve, qui vient du surréalisme, qui est quelque chose de beaucoup plus ouvert. Mais il a personnage tragique traversé à un point extrême la tragédie des communistes au XXe siècle. Il l'a exprimé pour nous tous, c'est clair. Et en même temps, il n'a jamais, si je puis dire, hein, je m'exprime de façon très libre, démordu de ce rêve. Le monde changera, c'est ça, je voulais dire. Pour moi. C'est à la fois une tragédie terrible, des crimes. Le communisme a viré au crime avec Staline. Et il ne l'a pas vu. Il dit de Staline, il a créé, c'est une phrase qui devrait faire réfléchir les historiens, parce que je crois qu'elle résume, elle synthétise ce que je crois être le fond de l'affaire en grande partie. Il a créé les conditions de la crédulité. C'est une formule très forte. Et Aragon n'est plus crédule, et pourtant, il rêve toujours. Dans le Foudelza, j'ai ouvert aussi, la croix de croire nous écrase. Il y a tout un rapport à la croyance qui est magnifiquement analysé dans le Foudelza. Il faut croire pour croître, parce que sans croyance, on n'est personne, on n'est rien, mais il n'y a rien de plus dangereux que la croyance. La croyance, c'est une croix. Et c'est une croix qui pèse sur nous, et en même temps qui nous fait croire. Et ça, c'est un rapport très ambigu et très ambivalent, mais magnifique à interroger. Et il sort du torrent dans le Foudelza. Le torrent la crue du torrent. Et Aragon est un homme du torrent, un homme de la crue, et un homme de la croyance, et un homme du désespoir de croire. Mais la crue du torrent, il y a un poème magnifique du Foudelza sur tous les accrus jusqu'où croire se brise. Et ça, c'est le torrent. C'est le poème du torrent qui, sur 3 pages, nous donne la crue du fleuve et de la croyance. Je crois qu'il parle aux hommes d'aujourd'hui. Il parle vraiment des questions initiales. On va peut-être rebondir en proposant à la salle de poser des questions. Les hommes d'aujourd'hui. Voilà, les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Il y a un texte de Aragon par rapport à la liberté qui s'appelle Java mon jeu, en complément de ce que vous avez donné de nous.
est fort intéressant, quoi, sur la liberté. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Oui, mais alors J'aime à mon jeu, c'est un peu un titre piège. Oui, je sais bien, mais là, sur la liberté, c'est pas mal. Et puis, par rapport à ce que vient de dire M. Julien, au niveau de la liberté politique, c'est aussi très bien ce court texte qui a été réédité il y a quelques années, je trouve. J'aime à mon jeu, c'est essentiellement consacré à la Semaine Sainte. Ce sont les textes parus après l'apparition de la Semaine Sainte, pour accompagner la Semaine Sainte. Et il y a un très beau texte, c'est un recueil donc, il y a un très beau texte dans J'aime à mon jeu qui s'appelle Savoir aimer. Et Aragon dit: je ne vous souhaite rien d'autre que savoir aimer. Je suis peut-être un idiot, je suis peut-être un esclave, je suis peut-être un fou, mais croyez-moi, dans ma vie, j'ai appris qu'une chose, je n'ai appris qu'une chose, j'ai appris à aimer. Et j'espère vous transmettre ce goût, savoir aimer. Ça, c'est dans le J'aime à mon jeu, à propos de la Semaine Sainte. Je suis peut-être un idiot, je suis un fou, je suis un esclave. Non, mais c'est un détail. Qu'est-ce qu'il y a demain au colloque? Qu'est-ce qu'il y a Il faut distribuer et faire tourner ceci. Dominique, c'est à toi de le dire. À l'université, donc à la Maison des Sciences de l'Homme. Oui. Peut-être c'est un peu fastidieux, peut-être il faudrait qu'on vous donne des programmes. On travaille sur 2 demi-journées, le matin sur Aragon, linguiste et poète, parce qu'on s'est intéressé au fait que c'était un des rares écrivains français, c'était un peu le point de départ de l'idée du colloque. Un des rares écrivains français qui a connu de très près les groupes de réflexion sur la linguistique qui avaient lieu avec Jacobson et les Russes dès les années, le tout début des années 30, enfin, la fin 28. Et des choses qui ont été connues et qui ont pu influencer la création romanesque, par exemple, dans les années 60, parce qu'à ce moment-là, on a eu tout un savoir linguistique qui a fait que les écrivains ont changé peut-être leur rapport à la fiction. Ça a été une rencontre très précoce pour Aragon. Donc c'était pas très étudié, on a voulu travailler sur cette perspective, puis mettre en commun des analyses petites sur cette langue tellement particulière, précise, petite par le degré de précision, j'entends d'observation minutieuse, et des catégories plus larges pour essayer de le ressaisir avec plus de précision. Voilà. Alors c'est linguiste et poète demain matin, et Aragon romancier réaliste demain après-midi. Voilà, pour organiser un peu les choses par rapport à l'œuvre dans son entier. Et c'est à l'amphithéâtre de la Maison des Sciences de l'Homme, qui est donc le deuxième grand bâtiment, quand on descend à l'arrêt bibliothèque universitaire sur la gauche. Merci. Je vous en prie. Alors, à qui peut-on donner la parole à propos d'Aragon? On vous a saoulé. J'ai une question. Vous avez toujours bibliophile ou biblio... Parler. Kundera, sa préface. Où peut-on la lire actuellement? Elle a disparu des éditions. La préface, Elle a disparu du fait de Kundera lui-même, qui ne voulait pas que son livre tombe sous une étiquette trop politique. Et que ça circule au-delà des affaires de Prague, de mai 68, de août 68, etc. Donc, à la demande de Kundera, Gallimard a retiré la préface d'Aragon, qui marquait trop le livre, politiquement. Mais nous la reprendrons en Pléiade, cette fameuse préface, bien sûr. C'est là qu'il parle du diaphragme de l'esprit, n'est-ce pas? Alors, il y a des choses, il y a une attaque frontale et d'ailleurs très bien écrite d'Aragon sur cette tragédie absolue qui est pour lui. Tu as mentionné les hontes, Pierre, d'Aragon. Munich fut une honte. Avant, il y a eu la guerre d'Espagne, il y a eu l'abandon des républicains espagnols par le gouvernement de front populaire. Ça, c'était une honte, une blessure terrible. Et puis, ça, la guerre de Suez, c'est bien antérieur, il n'est pas encore communiste. Mais après, il y aura évidemment... il y aura l'affaire contre Staline qui le marquera, qui le meurtrira terriblement, mais il y aura collectivement, il y aura mai 68, 56 bien sûr, 56 ça devient terrible, rapport Khrouchtchev plus Budapest,
On lit un peu de cela dans le roman inachevé quand même. Lisez le roman inachevé entre les lignes, vous aurez une configuration de cette époque. Et puis 68, mai 68 est un traumatisme pour le Parti communiste, mais Aragon a le courage d'aller au boulevard Saint-Michel se faire cracher à la gueule par les émeutiers, mais quand même il y va, mais quand même il leur parle, et il leur ouvre les lettres françaises, ce qui n'est pas sans noblesse et sans beau geste aristocratique ou populaire, comme on voudra. Et puis, quelques mois après, Prague. Et là, Aragon est pendu au téléphone des jours entiers depuis la Suisse où il est avec Elsa pour conjurer, Pierre le sait mieux que moi, pour conjurer le parti de désavouer clairement et très rapidement. Et tout se passe par les mots. Est-ce qu'il faut désavouer? Est-ce qu'il faut blâmer? Est-ce qu'il faut désapprouver? Bon, il y a tout un degré dans le vocabulaire. Et Aragon se bat pour qu'on emploie les mots forts et pas les mots qui noient le poisson. Il dit j'appelle un chat un chat. Ça aussi c'est l'article française à propos de ce que lui renvoie la Literaturnaia Gazeta, n'est-ce pas, qui font campagne contre lui parce qu'il a pris position contre l'invasion de Prague, de la Tchécoslovaquie. Enfin, il faudrait rappeler tout ça parce qu'on fait d'Aragon un apparatchik zélé, un scout mousquetaire, n'est-ce pas, quelqu'un qui est toujours aux ordres, alors qu'il s'est battu comme un lion dans son propre parti, et c'est un combat assez obscur. Quand on lit le Fou des Arts, on prend la mesure de ce combat. Quand le Medjoun est confronté à la demande des Grenadins, du poète, les Grenadins vont vers le poète en disant « Dis-nous que tout ceci n'est pas vrai, dis-nous que rien de tout ceci n'est vrai. Chante-nous un beau chant de guerre, un beau chant d'islam, un beau chant de conquête et de reconquête. » Et le Medjoun qui voit l'avenir et qui voit la défaite ne peut rien leur dire. Et ça, c'est quand même une sacrée métaphore sur la condition du poète dans son propre parti communiste au tournant des années 60. Mais à propos du Fou d'Elsa, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que Aragon dit que ce grand livre d'avenir, pour ces gens qui n'ont pas d'avenir, ce grand livre d'avenir, il le donne au peuple algérien. Il l'écrit non seulement pendant la guerre d'Algérie, mais il le donne au peuple algérien, pour que le pays qu'ils vont construire ne soit pas inférieur au royaume de Grenade. Et c'est pourquoi quand on va en Algérie aujourd'hui, moi j'y suis allé l'an dernier, des tas de gens sont venus vers moi, je faisais des conférences sur Aragon, qui savaient par cœur des pages du Fou d'Elsa. Incroyable. Ils venaient vers moi en récitant le Fou d'Elsa. Parce que ce poème-là, quand même, c'est un texte national pour ces gens-là. Et donc nous vous donnons rendez-vous si vous êtes intéressé demain sur le campus à Saint-Martin-d'Hères pour la suite de ce colloque. Merci. Oui, voilà, c'est ah, mais bien entendu. Voilà,